Добрый день, дорогие друзья. Bonjour à toutes et à tous. Меня зовут Константин Волков, я директор Русского дома науки и культуры в Париже. Je m'appelle Constantin Volkov, je suis directeur de la Maison russe de sciences et de la culture à Paris. И я очень рад приветствовать вас всех в нашем доме. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à notre maison. Как обычно, я скажу несколько слов, пока вы не разобрались с синхроном, о том, как у нас сегодня будет проходить встреча, конференция и что у нас предусмотрен синхронный перевод, как им пользоваться. Comme d'habitude, je tiens à m'adresser d'abord à nos spectateurs francophones pour signaler que la fonction de l'interprétation simultanée est opérationnelle pendant cette conférence. Il y a des boutons en bas et à droite de l'écran derrière le petit globe qui vous permettent de faire la sélection entre les chaînes russes et françaises pour pouvoir en bénéficier et pour nous attendre bien. Donc, j'espère que tout va bien, que vous avez pu vous débrouiller, vous attendez la langue française. Donc, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous le signaler. Chers amis, nous continuons notre cycle des rencontres en ligne dédié à la culture russe et les pages les plus brillantes, les événements les plus remarquables de l'histoire russo-française. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement bien important, emblématique. C'est la visite du dernier tsar russe, de l'empereur Pierre le Grand en France. Notre projet d'auteur, que l'on a démarré le 12 mai et qui s'achèvera fin juin, il traite tous les lieux de Pierre le Grand en France. Ce projet est intitulé Sur la trace de Pierre Ier en France, dédié, comme vous le savez, au 350e anniversaire de la naissance du tsar réformateur qui est célébré le 9 juin. Et notre conférence d'aujourd'hui est dédiée à ce sujet grâce à nos intervenants, Sergei Mizin, docteur en sciences historiques, et grâce à notre diplomate, chercheur également, Monsieur Constantin Pakorukov. Ils nous ont proposé des matériaux sur lesquels on a pu s'appuyer pour vous présenter tel qu'il est. Et je crois qu'il y a peu de personnes qui connaissent en détail ce sujet. Mais je vous rappelle que M. Sergei Mizin, c'est docteur en sciences historiques, doyen de l'Université d'État de Saratov, spécialiste en histoire du XVIIIe siècle, spécialiste des relations russo-françaises et de l'histoire russe. Moi, je lis le préface de son livre, de son ouvrage sur Pierre le Grand en France. Il a été indiqué qu'il est auteur de plus de 300 articles scientifiques sur l'histoire russe, mais moi, je crois qu'il en a fait beaucoup plus. Avant que nous procédons aux interventions de mes invités à elles-mêmes, je souhaiterais souligner que ces salutations de bienvenue nous ont été adressées par deux artistes émérites de Russie, Madame Svetlana Krouchkova, l'artiste du peuple de Russie. Elle va nous suivre aujourd'hui et je vous dirai lorsqu'il pourra nous joindre. Et Monsieur Oleg Pogoudin, l'autre artiste du peuple de Russie. Et parmi nos spectateurs d'aujourd'hui sera M. Ruslan Gakuyev, qui est représentant de la Société historique russe. Parmi nos invités spectateurs, comme vous connaissez, nous aurons des invités des villes différentes, de pays différents. Nous vous prions, comme d'habitude, de nous préciser de quelle ville et de quel pays vous êtes pour bien comprendre ou élargir notre géographie. Nous attendons toujours le retour de votre part. Donc, je suis persuadée qu'après
des interventions de nos invités. Vous souhaiteriez poser des questions ou laisser des commentaires, ou peut-être vous pourriez découvrir des choses. Donc, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire russe, à l'histoire de la culture russe en France, nous serons ravis de communiquer avec vous dans la rubrique chat comme d'habitude. Et je crois que la séance questions-réponses sera prévue plutôt après l'intervention de notre invité principal, de M. Sergei Mizin. Et puis, j'aurai le plaisir de donner la parole à notre ancien collègue, l'artiste de l'Académie des Arts de Russie, notre ami, ancien collègue, auteur de beaucoup de sculptures en Russie et à l'étranger, M. Andrei Tertishnikov. Je suis persuadée que ce sera une intéressante rencontre et je passe la parole à M. Mazil. Merci beaucoup, cher Konstantin Mikhailovitch. Merci beaucoup de m'avoir présenté. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite de Pierre le Grand en France. Donc, nous pourrons, après lui, suivant ses traces, faire cette visite virtuelle. Moi, j'essaierai de mettre en lumière ces découvertes architecturales et culturelles du tsar et comment elles ont influencé le destin et le visage de la capitale culturelle de Russie. Au mois de février 1716, il est parti de Saint-Pétersbourg en laissant Menchikov en tant que gouverneur et Pierre a commencé sa deuxième grande visite. Elle a duré 22 mois. Cette visite, quand même, elle cède un peu aux grandes ambassades qui étaient de grandes conséquences culturelles et politiques. Et je tiens à souligner qu'avant de partir, Pierre le Grand a fait beaucoup pour l'aménagement et la construction de Saint-Pétersbourg, qui est devenue à partir de 1712 la capitale. Donc, il a refusé le projet de transférer la ville sur l'île Kotlin, qui était très difficile à réaliser. Et donc, il a pris la décision de placer le centre aux îles Vassilievski. Donc, il fallait faire le projet et le plan géométrique avec des canaux, avec des quais remplis des maisons en pierre de la façade unique. Ayant réalisé ses voyages en Europe, il pensait toujours à son regarder de modèles européens d'architecture. Il cherchait des artisans. Il faisait tous les achats nécessaires pour ceci. Donc, bien évidemment, l'objectif principal du voyage du tsar en Europe était la résolution et la prise de décision politique pour bien terminer la guerre avec la Suède. Et bien évidemment, la curiosité du tsar, son inspiration de découvrir tout le nouveau et le plus intéressant ont bien laissé ses traces. Son premier arrêt donc, a eu lieu à Danzig. Et là, elle a remarqué dans la chapelle de Sainte-Marie le triptyque de Gans Hammerling, le dernier jugement. Il a beaucoup aimé. Et elle a donné des ensignes aux autorités qu'il souhaiterait l'avoir en cadeau, mais l'invité russe, bien tenace, malheureusement ne l'a pas eu. Les citoyens ont refusé de l'offrir au tsar. Puis au mois de mai-juin 1716, il se soignait pendant 3 semaines au site balnéaire Vatkerman.
là où ils se divertissaient, ils se promenaient, jouaient aux échecs, ils dansaient avec les dames, ils visitaient des théâtres. Et c'est là où il a rencontré l'architecte français bien connu, Leblond, qui à l'époque déjà était au service russe. Dans sa lettre à Menchikov, elle a écrit il n'y a pas longtemps est arrivé Kononzatov et avec lui, il a amené l'architecte et le mécanicien Leblanc et d'autres artisans. Zatov a donné la meilleure caractéristique de l'architecte français au tsar. Citation. Monsieur Leblanc, un très bon architecte. Il connaît parfaitement toute l'architecture, la disposition de tous les jardins, des églises, des maisons et des immeubles des princes, des hôpitaux, tous les décors intérieurs, il les fait parfaitement aussi, ainsi que les résidences secondaires, les jardins, tous ces plans, toutes les décorations. Et puis, pendant sa rencontre personnelle, Leblond a également donné une très belle impression sur le tsar, dont il a tout de suite informé dans sa lettre à Menchikov. Vous voyez, j'ai accueilli M. Leblond de meilleure façon et donné 6500 thalers en argent, comme c'est le meilleur artisan au monde et il est bien rare. Et moi, j'ai réussi à remarquer ses talents dans un petit laps de temps. En plus, il n'est pas paresseux et de bonne humeur. Et malgré le fait que Leblond a vécu à Saint-Pétersbourg pas longtemps, uniquement 2 ans et demi avant sa mort prématurée, mais quand même, il a eu son influence ennoblissante sur l'architecture de la capitale, sur la Neva et des résidences, des résidences secondaires de ça. Mais quand même, on revient à la vie. La situation politique était difficile et les Alliés ont pensé sur la division de l'héritage Suède sur la mer Baltique. Les puissances maritimes ont eu peur qu'après la victoire sur la Suède, la Russie aurait pu dominer sur la mer Baltique et ils ne voulaient pas du tout la défaite complète de la Suède. Et Vienne et Paris, ayant eu ses propres intérêts, ont pu être quand même les intermédiaires pour le traité de paix au nord de l'Europe. Et pour ceci, pour coercition des Suèdes à la paix, les Alliés ont voulu faire le débarquement dans la province du sud de Suède, à Skåne. Et avec cet objectif, le tsar russe est arrivé à Copenhague. Avec lui, la troupe de 30 000 soldats est arrivée. Donc, tous les navires ont été bien munis et approvisionnés, qui auraient dû partir en Suède, transférés en Suède. Mais le 17 septembre 1716, Pierre Ier a annoncé l'annulation du débarquement, ayant accusé les Danois dans son tergiversation et l'approvisionnement insuffisant. En fait, le débarquement n'a pas eu lieu. Et Pierre a compris qu'ayant fait la tergiversation de débarquement et assigné un rôle aux soldats russes uniquement la chair au canon, les Alliés ont envisagé pas uniquement la victoire, mais également l'affaiblissement des forces russes. Donc, les ennemis ont pensé que la Russie
avait commencé des négociations séparées, secrètes avec la Suède, qui n'était pas du tout le cas. Malgré le fait que le tsar ait déjà envisagé des projets du ministre suédois Gertz de réunir les forces de Russie et de Suède et montrer et donner une leçon au reste de l'Europe. Pierre Ier, il s'est retrouvé presque dans la menace de l'isolation politique. Et l'Alliance du Nord, c'est presque effondré. Uniquement le roi prusse, il a pris calmement la nouvelle sur l'annulation de l'invasion en Suède. Et lors de la rencontre avec le tsar au mois de novembre 1716, le roi prusse, Frédéric Wilhelm, a parlé de la possibilité de conclure, de signer l'union, de conclure l'union russo-française. En signe d'amitié, le roi a offert au Pierre le Grand la fameuse chambre d'ambre et le tsar, à son tour, a donné au roi soldat, donc 200 grenadiers russes de bonne taille bien costauds. Ayant reçu la nouvelle sur le souhait du régent de France, Philippe d'Orléans, à engager des négociations, Pierre Ier l'a proposé à ses diplomates et lui, il est parti en Hollande. Lui-même, il est parti aux Pays-Bas également. Il est resté aux Pays-Bas entre décembre 1716 jusqu'au mars 1717, mais il y avait quand même des nuances assez tristes de cette visite. Tout d'abord, le tsar lui-même est tombé malade et il a passé beaucoup de temps, il a été cloué au lit. Et en plus, le 13 janvier, Catherine a accouché le fils, mais malheureusement, il n'a vécu que 2 jours et puis il est mort. Troisièmement, il a eu une nouvelle de triste sur son fils aîné, parce qu'il a pris connaissance de la fuite d'Alexei. En effet, cela n'a pas empêché Pierre le Grand, avec son épouse, d'effectuer la visite de nostalgie sur le pays de sa jeunesse, les Pays-Bas. Il s'intéressait beaucoup aux réalisations de l'architecture militaire et civile du pays, et en plus, il a fait des acquisitions pour ses collections scientifiques et artistiques, et il a acquis aussi le fameux tableau de Rembrandt, David et Jonathan. En même temps, le poste de l'ambassadeur a été occupé par le meilleur, le plus expérimenté diplomate, Prince Kourakin. C'est lui qui a été mandaté d'entamer les négociations avec le représentant français. Et lorsqu'il a fait face aux difficultés, le tsar a pris la décision d'effectuer cette visite à Paris lui-même afin de conclure cette alliance. Il a eu cette occasion. En effet, dans ses objectifs. Sur son chemin en France, il a également visité les Pays-Bas d'Autriche, donc le lieu de la Belgique actuelle. Il a visité Anvers, Bruxelles, Bruges. Ainsi, l'événement clé de la deuxième visite européenne de Pierre le Grand en France était le voyage de Pierre le Grand en France. Le 21 avril 1717, Pierre Ier a traversé la frontière de France à Dunkerque. Le tsar a passé 4 jours à Dunkerque
Il a visité les fortifications, les restes des fortifications de port, canal nordique, et on cite, il était difficile pour lui, avec de la pitié, de regarder les ruines des fortifications, parce que le reste des fortifications aurait dû être détruit. Et il était triste qu'elle ne l'avait pas vu en toute leur intégralité. Puis, pendant plus d'une semaine, le sœur a passé à Calais, où il a fêté également le Pâques. Il a visité la ville, il a admiré le port, et puis, dans sa lettre à sa femme, que Pierre a laissée au Pays-Bas, il s'est plaint plaisamment sur la baisse, sur le manque de vodka coupard entre guillemets. Et puis Pierre le Grand a effectué la marche percée à pied jusqu'à Paris. Et l'équipage, c'était de sa propre construction. La carrosse ouverte, il a mis sur les pieds, il a voulu que ce soit au maximum confortable pour pouvoir admirer les alentours. Et le 7 mai, il est arrivé à Paris. Alors, les Parisiens l'attendaient avec beaucoup de curiosité, mais ils n'ont pas vu grand-chose parce qu'il faisait déjà noir. Et donc, du coup, Pierre le Grand a été directement transporté dans sa résidence. Il est resté à Paris jusqu'au 20 juin, comme l'un des partisans de Pierre le Grand, un historien du XVIIIe siècle, Golikov, écrivait. Le monarque est passé à Paris 43 jours, mais il a pu voir, observer plus de choses que plusieurs auraient pu faire pendant une année. Alors, Pierre le Grand a été vraiment très actif dans la capitale française. Il a pu voir beaucoup de choses et a bien pris note de plusieurs curiosités de la capitale parisienne. Il n'a passé que quelques jours dans sa résidence pour les événements du protocole, donc pour les rencontres. Les 3 premiers jours, il n'a pas quitté sa résidence en attendant la visite officielle donc, du roi Louis XV, qui à ce moment-là n'avait que 7 ans. Et néanmoins, Pierre le Grand a fait preuve d'un certain respect à l'égard du cérémonial, parce que dans d'autres cas, elle aurait moins d'attention à l'étiquette, mais dans ce cas de figure, comme l'aurait dit Alexandre Pouchkine, il a bien exprimé du respect. Bien sûr, la préparation, la rédaction du traité russe-français a été l'objectif premier de la visite du tsar à Paris. Pierre a plusieurs fois rencontré le régent de la France, le duc Philippe d'Orléans, mais le travail principal visant à donc, préparer le traité a été mené par les diplomates russes et français. Le comte Kourakine du côté russe. Et finalement, les parties ont pu s'accorder sur les principales dispositions du traité d'alliance entre la France, la Russie et la Prusse, première de son genre dans l'histoire, même s'il a été signé après le départ de Pierre le Grand, le 15 août 1717 à Amsterdam. Bon, le traité a été un peu particulier. Il faut dire que après des siècles et des siècles de distanciation, il a été assez difficile de trouver de points de convergence pour signer un tel accord d'alliance. Voilà pourquoi ce traité peut paraître un peu bizarre. Chaque partie, tout en exprimant son amour et sa loyauté, a été très réticente quant à s'engager et à de prendre des obligations concrètes. Donc Pierre le Grand a été un peu déçu
quant aux conséquences politiques de ces négociations, parce qu'il a bien senti que les négociations avaient du mal à progresser, et au fur et à mesure qu'il a réalisé que les résultats seraient médiocres, il s'est concentré sur la culture et la science. La prise de connaissance avec Paris a pris une place très importante dans le calendrier bien chargé de cette visite du tsar. Un autre diplomate, lui, a écrit à l'avance que la ville a été très grande, très riche par ses bâtisses, et il y a des choses à voir. Et dans sa lettre à sa femme, le tsar exprimait aussi sa volonté de tout voir à Paris. Je tiens à vous rappeler que Paris, au début du XVIIIe siècle, c'est déjà une ville très importante avec plus de 500 000 d'habitants. Certains historiens même donnent le chiffre de 700 000 personnes. Sous Louis XIV, la ville a beaucoup changé d'apparence, donc elle a perdu ses fortifications moyenâgeuses, plusieurs quais ont été recouvertes de pierre. La ville s'est dotée des régions avec des bâtiments réguliers, y compris des places avec des monuments au roi, ainsi que quelques jardins et boulevards publics. L'architecture de Paris a ouvert la voie au classicisme. Même avant sa visite en France, Pierre le Grand avait déjà une certaine idée visuelle de l'architecture parisienne, grâce aux livres, aux gravures qui lui ont été transmises par ses agents, Zotov et Jean Lefort, qui habitaient dans la capitale parisienne. Donc le tsar avait déjà à sa disposition une quinzaine de livres et des centaines de gravures dédiées à l'architecture et à l'art des jardins de la France. Donc ces matériaux sont toujours préservés par l'Académie des sciences à Saint-Pétersbourg. Et donc, Pierre le Grand a bien pris connaissance de tous ces livres, et donc il a anticipé en quelque sorte ses visites à Paris. Et quand il a été sur place, il connaissait déjà ce qu'il va voir. En plus, son agent parisien Conon Zotov a préparé pour lui une sorte de guide. Et ce manuscrit se trouve aujourd'hui à Moscou dans les archives, et il s'appelle « Description des curiosités à Paris ». Donc, il s'agit en fait d'une liste des destinations, des principales curiosités de la capitale française. Nous allons encore revenir au lieu de la résidence de Pierre le Grand, donc ne vous inquiétez pas. Donc, Pierre Ier a été très ponctuel à suivre cette liste. Il a vraiment visité toutes les curiosités qui y figuraient. En premier lieu, il a été intéressé pas par les choses anciennes, mais plutôt par les nouveautés. Donc, un autre guide a été transmis au tsar par le duc d'Antenne, qui était superintendant des constructions royales et qui a été donc chargé d'accompagner la visite de Pierre le Grand dans les résidences royales. Donc, le duc d'Antenne lui a offert un album des gravures, donc les vues des belles maisons de France. C'était le titre. Cet album de gravure est très connu, qui a été pour la première fois publié encore à la fin du XVIIe siècle par Adam Perel. Et donc, cet album offert à Pierre le Grand a été accompagné aussi par un petit guide, un manuscrit. Il s'agissait en fait des inscriptions
assez détaillé pour chaque gravure. Et ce guide donc contenait ces inscriptions traduites en russe. Ainsi, Pierre le Grand avait déjà un guide en langue russe qui lui aidait beaucoup à prendre connaissance des plus belles maisons et bâtisses à Paris. Aujourd'hui, nous pouvons aussi feuilleter, en tout cas voir cet album et essayer de nous imaginer la façon dont Pierre le Grand a perçu, a vu le Paris de cette époque-là. Donc voilà la première illustration. On peut l'agrandir un peu. L'une des gravures donc qui donne déjà une idée générale de Paris. La gravure, en traduction royale, un peu maladroite. Bon, vous savez, la traduction était une œuvre difficile parce que plusieurs termes architecturaux n'existaient pas en langue russe à cette époque-là, et donc le traducteur devait se débrouiller comme il pouvait. Donc cette gravure-là s'appelle la ville de Paris, vue du pont royal, du palais à Tuileries. Effectivement, on voit le pont royal en premier plan. En outre, la gravure représente la plus grande partie de Paris jusqu'à la périphérie est. Nous voyons la rive droite, qui à l'époque s'appelait donc la ville, la rive gauche, qui s'appelait l'université, et au milieu, on voit très bien l'île de la Cité. Et on peut déjà donc percevoir les lignes verticales de Paris qui nous permettent donc de nous repérer sur la gravure. Nous pouvons ainsi voir l'église de Saint-Eustache, la tour de Temple, la tour Saint-Jacques, et un peu plus loin, près de l'église de Saint-Paul, juste à côté, se trouvait effectivement l'hôtel particulier Le Diguière, la rue Cerisier, où justement le tsar russe séjournait. C'était sa résidence. Cette résidence se trouvait juste à côté de la Bastille, entre la Bastille et l'Arsenal. Et donc, cet hôtel particulier a été donc occupé par Pierre le Grand pendant son séjour à Paris. Donc, si nous revenons à cette gravure, derrière le pont Neuf, nous voyons, comme j'ai dit, l'île de la Cité, la place Dauphine, la Sainte-Chapelle. Pour répondre à la question, alors qui accompagnait Pierre le Grand lors de cette visite? Il y avait plusieurs personnes. Donc, pour les visites officielles, le duc d'Antenne. Le traducteur, c'était le comte Kourakine pour la plupart des cas, parce que Zotov et le fort a été des personnalités un peu moins importantes, disons. Donc, ils n'ont pas vraiment participé à des visites officielles. Donc, revenons à la gravure. Si on regarde la rive gauche, nous pouvons facilement reconnaître plusieurs bâtiments près du pont. Par exemple, il y a la coupole du collège Mazarini, ou encore les flèches de plusieurs églises, Saint-Étienne, l'abbaye de la Sainte-Geneviève, la flèche de l'église Saint-Germain-des-Prés est aussi très bien visible. Donc, sur cette gravure, nous voyons une vue de parade de la ville de Paris, parce que
il y a déjà des quais bien aménagés, recouvertes de pierres. Nous voyons ce nouveau quartier Saint-Germain qui est devenu par la suite un quartier aristocratique pendant le règne de Louis XIV. Et j'attire votre attention sur le fait que le maître a essayé de représenter tout Paris, ou presque, mais en même temps, il a donné une place privilégiée à la Seine. C'est la Seine qui est l'axe principal de la vie, son avenue principale, si vous voulez. Nous voyons qu'il s'agit des quais bien aménagés avec plusieurs personnes, des passants, des carrosses, des gens qui se promènent, et la Seine elle-même contient plusieurs petits bateaux, des barques, et il y a même des cygnes qui flottent sur la Seine. Et puis, nous voyons ce grand massif avec le pavillon des Tuileries, le Louvre. Et donc, sur le premier plan, ressort l'aménagement régulier. Mais si on regarde plus attentivement, au fond, nous voyons encore le Paris moyenâgeux avec les constructions très denses. Vous savez, même la cour du Louvre était pleine de petites maisonnettes, ce qu'on voit très bien sur cette gravure, justement. Mais en tout cas, c'est déjà l'image du nouveau Paris, du Paris horizontal avec plusieurs traits du classicisme. Bon, je vous invite à passer à la gravure suivante qui représente justement la vue qui donne sur le même pont royal, mais de l'autre côté. Alors ici, on est près de la périphérie, disons, ouest de Paris, qui est le plein centre aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment, on est près de la banlieue, de la périphérie de la ville. Les Champs-Élysées qui n'étaient qu'un parc, une forêt à cette époque-là. Et donc, l'inscription dans ce guide des tsars disait le pont royal des Tuileries, très bien bâti, très solide, bâti par Monsieur Gavril. Véritablement, c'était un certain Monsieur Gabriel qui était le maître d'œuvre. Donc, nous voyons ici un panorama du pont, pavillon et jardin des Tuileries, mais un peu plus loin, un quai plutôt désorganisé, encore non aménagé, quai Grenouillère. Alors, le mot quai n'existait pas en langue russe à l'époque, donc le guide disait le pont des Grenouilles, rive des Grenouilles. Donc, nous voyons différentes petites maisonnettes des banlieues dispersées de manière un peu chaotique. D'ailleurs, lorsque le tsar même se promenait dans les Tuileries ou passait par l'allée de la Reine, bien sûr, il a bien fait attention au fait que de l'autre côté de la Seine, les Invalides ont déjà été bâtis, le bâtiment qui a bien attiré son attention, mais nous allons encore y revenir. Ces gravures, hein, vous savez, ils donnaient déjà l'impression de Paris comme une ville nouvelle, une ville moderne, pas une ville étroite du Moyen-Âge, mais une ville des temps modernes qui a été donc transformée pendant le règne de Louis XIV. Une ville régulière, comme donc l'artiste voulait aussi le montrer sur ses gravures. Et
et les hôtes ont essayé de laisser à Pierre le Grand la même image. Le jour de l'arrivée de Pierre le Grand à Paris, on l'a amené au Louvre, mais il n'a pas voulu y rester. S'il l'avait fait, il aurait vu justement cette même vue qui sont représentées sur les gravures. Pierre le Grand, par contre, a choisi une résidence plus calme, plus modeste, à la périphérie est, disons, de Paris, donc l'hôtel particulier de Lesdiguières, pas loin de l'Arsenal. Passons à l'illustration suivante. Le plan Turgot, que vous reconnaissez, je pense. Donc, elle a été un peu changée quelques décennies après la visite de Pierre le Grand, mais en grande ligne, c'est bien le plan qui représente Paris du début du XVIIIe siècle. Par les points jaunes, j'ai donc marqué les lieux, les destinations visitées par Pierre le Grand, en tout cas les plus importants. Donc, ayant passé 3 jours à rencontrer des personnes officielles, Pierre le Grand a essayé par la suite de rattraper le temps perdu. Et donc, le 11 mai, il commence à voyager à travers Paris. Le chiffre 2 marque l'hôtel particulier Lesdiguières. Donc, si vous avez envie d'étudier en détail ce plan, oui, vous pouvez justement agrandir les rues, les bâtiments. Voilà, elle est très bien visible sur le plan. Hôtel Lesdiguières. Donc, un bâtiment assez somptueux. Qui appartenait à un duc, qui le louait en fait parce qu'il n'y habitait pas et donc il l'a donné pour le séjour du tsar. Donc Pierre le Grand a commencé par le petit et le grand arsenal. Ces bâtiments n'ont pas été seulement des arsenaux, donc des entrepôts des armes, mais en plus, ce bâtiment était aussi un atelier de fonte de l'acier. Donc, les sculpteurs d'origine suisse, les frères Keller, ont inventé une nouvelle méthode de fonte des statues de bronze. Ils ont utilisé la nouvelle technologie de fonte unie, ce qui leur a permis donc d'effectuer de grandes statues, de grands monuments en bronze. Pierre le Grand a été fasciné, donc il a voulu prendre connaissance avec cette technologie. Et c'était son objectif premier lors de sa visite à l'Arsenal. Par la suite, il s'est rendu à la place royale, la place des Vosges, que vous connaissez bien sûr très bien. La place d'une forme régulière, première dans son genre à Paris, ça c'est le premier point important. Et au milieu de la place s'érigeait le monument à Louis XIII, pas celui que nous voyons aujourd'hui, un autre monument. Et cependant, Pierre Ier donc, a examiné en détail toutes les inscriptions grandiloquentes sur le piédestal du monument à Louis XIII. Donc, pour diminuer un peu l'échelle de l'image et pour voir où Pierre le Grand s'est rendu par la suite, donc le numéro 8, la place de la Victoire. Et là, on voit cette place où se trouvait
également le monument à Louis XIV, assez particulier. Pas celui-ci que l'on voit aujourd'hui, le monument assez somptueux, mais à l'époque, sur cet endroit se trouvait un autre monument. C'était le monument érigé par le sculpteur Desjardins, la figure du roi en marchant, vêtu de l'habit de couronnement, et puis c'était l'allégorie de Victoire qui a couronné la tête du roi laurier, et dans l'autre main, elle a eu la palme et le rameau de l'évier, et en plus par ses pieds, donc le roi a dessiné le cerbère. Et ses pieds, il y avait des bas-reliefs qui ont glorifié les victoires de Louis. Et en fait, M. Brice, il a remarqué que ce monument, en effet, suite à son apparence somptueuse, ne satisfait pas les gens ayant un bon goût. L'autre endroit visité par Pierre le Grand. Je rappelle à tous les Parisiens, aux invités de la ville, la place Vendôme, elle existait déjà à cette époque-là. Elle a été déjà bâtie par des murs bien élégants. Et au milieu se trouvait la statue de Louis XIV, par le sculpteur Gérardon. Et là, on pouvait voir le roi vêtu à l'héros antique. Le tsar a regardé très attentivement les inscriptions latines sur le piédestal de tous les monuments et toutes les statues. Il a fait ses croquis. Puis Pierre le Grand a visité notre place régulière de la ville, la place de Dauphine, adjacente au Pont Neuf. Donc, tous les monuments royaux, Pierre le Grand a visité, et il l'a fait en détail, et puis on pourrait le voir selon l'architecture parisienne actuelle. Parce qu'à l'époque, le tsar a déjà commandé à Bartolomeo Rastrelli, qui avait été invité auparavant de Paris, sa statue équestre. C'est une question assez particulière. Et cette statue est apparue uniquement la dernière année à Saint Pétersbourg. Donc, ainsi, ayant visité toute la place centrale de Paris, il a vu tous les meilleurs exemples et modèles de l'urbanisme de l'antan. Il a visité à plusieurs reprises le Louvre, le palais de Tuileries. À l'époque, la résidence du jeune Louis XV. Et le Louvre, à l'époque, il n'a pas été abrité par le roi. Il y avait plusieurs établissements au sein du Louvre. Donc, il abritait l'Académie royale des sciences, l'Académie française, qui gérait les questions de la langue française. C'est l'Académie royale de l'art et de l'architecture, l'Académie royale des instructions, des médailles, l'Académie des lettres, puis la typographie royale, également la monnaie, qui a beaucoup attiré Pierre le Grand par ses médailles.
qui ont été faites sur place en honneur Louis XIV. En musée de Louvre, il a remarqué beaucoup de choses intéressantes pour lui. À plusieurs reprises, il a visité donc des ateliers, des artisans, des sculpteurs, des artistes. Il a beaucoup aimé le jardin de Tuileries, l'un des meilleurs exemples des jardins réguliers. Et Pierre Laurent se promenait plusieurs fois dans le jardin de Tuileries, également avec Philippe d'Orléans, et discuté de questions politiques bien importantes de deux pays. En plus, il a navigué sur la Seine avec le gondole spécial de l'Est à l'Ouest. Lorsqu'il est revenu de la résidence du duc d'Antan. Si on regarde toute la Seine, on peut voir que sur sa partie est, sur sa partie occidentale, les quais étaient peu attrayants, mais on voit qu'une île en bois y existait, maintenant elle n'existe plus. Ici, cette partie abritait des marchés de pain, de vin, d'alimentation. Et puis, dans le district de l'île de Cité, on avait pu voir un Paris médiéval. Donc, une cité bien médiévale, bien bâtie, étroitement bâtie. On peut voir toutes ces rues étroitement, toutes ces petites rues étroitement liées. Et on n'avait même pas remarqué une grande place parmi ces rues-là. Mais puis, si on continue vers le Pont-Neuf, on aurait pu voir cette vue plus luxueuse, plus somptueuse, avec des ponts qui sont peu bâtis. Là, Pierre le Grand se retrouvait à Paris de luxe. Après sa promenade sur la Seine, il a pris la carrosse, il se promenait le long des boulevards. Là où il y avait avant des fortifications. Elle a traversé toute la ville du côté nord et elle est revenue dans sa résidence à Lesdiguières, dans son hôtel particulier à Lesdiguières. Là, on a fait des pétards, des feux d'artifice. Elle a beaucoup adoré. À plusieurs reprises, Pierre le Grand traversait des ponts parisiens. À l'époque, il y en avait 9 à Paris. Il y avait au Pont Neuf, il y avait des ponts plus vieux avec plein de bâtiments là-dessus. Mais à l'époque, à Moscou, il n'y avait qu'un seul pont que l'on appelait pont de pierre, Каменный мост. Puis, Pierre Ier a visité beaucoup d'autres endroits. Plusieurs fois, elle a traversé le pont Neuf. La place Dauphine, elle a visité l'atelier de l'artisan Jean Pigeon, où il a acheté le sphère Copernic. Donc, le modèle du système solaire, modèle mobile du système solaire. Il a visité également le collège Mazarini, où elle a communiqué, elle a parlé avec le scientifique, le mathématicien. Elle a été également à la Sorbonne. Elle a beaucoup aimé les Invalides, l'hôtel des Invalides.
Elle a eu le plaisir de parler aux anciens combattants, le but du vin avec eux. Elle a passé du bon temps, ou on lui a offert un livre sur l'Hôtel des Invalides, qui a toujours sa place importante dans la bibliothèque de Pierre le Grand. Ayant visité des établissements de vulgarisation scientifique de Paris, on en a visité plusieurs. Pierre Ier a fait attention aux bâtiments à l'extérieur où se trouvent des bâtiments scientifiques importants. Par exemple, l'Observatoire de Paris. Le bâtiment qui existait depuis longtemps. Donc, il a découvert cette architecture. Tous les scientifiques de Paris, il a visité le palais de Luxembourg. Mais à l'époque, le palais de Luxembourg était le monument de l'époque déjà un peu obsolète. Donc, on a pris connaissance des itinéraires de Pierre le Grand, des traces. On a suivi ces traces. Et puis, je vous propose de regarder la prochaine image. Je dois vous dire que sur le séjour de Pierre le Grand à Paris, lui a rappelé ce tableau. Ce tableau se trouvait dans son bureau. Le tableau du peintre Holland des Pays-Bas, Hendrik Moners, l'a vue du Pont Neuf à Paris. On peut bien évidemment reconnaître cet endroit, mais bien évidemment, le peintre hollandais, il ne l'a pas fait de nature, de vrai, mais il l'a fait chez lui aux Pays-Bas. On voit qu'il y a un collège Mazarini et le quai à côté du Louvre n'est pas encore aménagé. Et on voit au lieu de Pont-Royal une construction peu solide. Néanmoins, ce tableau se trouvait dans le bureau de Pierre le Grand, là où il travaillait. Et le même tableau, on peut voir également au palais Menchikov, parce qu'il a beaucoup imité Pierre le Grand. Et dans son palais, le même tableau peut être également visionné donc au musée, à l'endroit où se trouvait auparavant le musée du théâtre de l'Ermitage. On peut le voir. On voit bien évidemment le panorama de Paris, mais la foule qui se trouve au premier plan du tableau, le peintre l'a peint ses compatriotes, les Hollandais. On peut voir que ce ne sont pas des scènes de routine parisienne, mais plutôt de Pays-Bas. On peut voir que dans ce tableau, deux sentiments de Pierre le Grand se sont réunis. Son amour vers le Pays-Bas, vers l'Hollande de jeunesse, et son respect vers la culture française qu'il a découverte pour lui en 1717. Il faut mettre en lumière également les conséquences, les résultats de sa visite à Paris, de sa découverte
de ces monuments, de ces sites de curiosité. Ce n'était pas tout simplement des visites guidées. Cette découverte de Paris a beaucoup influencé la politique extérieure du tsar. Beaucoup de domaines de la culture française représentés au tsar par les hôtes bien accueillants ont suscité chez Pierre le Grand l'aspiration de créer ses équivalents sur le sol russe. Son propre hôtel des Invalides, son petit Versailles, sa manufacture de Gobelins. Sa connaissance de Paris a montré au tsar le rôle de l'urbanisme, de la construction de l'architecture dans l'autoreprésentation du pouvoir, dans la réalisation de, à l'idée du tsar russe, du bien commun, qui était très proche à sa conscience politique. Et donc, comment les résidences secondaires et le monument peuvent servir à la propagande et la glorification des succès du pays. Quelles étaient ses impressions précises et quelles leçons il a tirées de cette ville et de son architecture? Malheureusement, dans ses lettres, il n'a pas laissé des commentaires directs. Il y avait dans quelques journaux, on peut trouver des notes que le tsar russe a été étonné, qu'il a été bouleversé, qu'il a beaucoup admiré par l'architecture du palais, mais on peut le percevoir uniquement comme des clichés des journalistes. Mais néanmoins, quelques observateurs ont très bien remarqué que le tsar avait fait des croquis, des sites de curiosité qu'il avait aimés. Il a recueilli les plans des meilleurs endroits qu'il a vus. Et puis, grâce à Pierre Ier se réjouit beaucoup à l'invitation de l'architecte Leblanc au service russe. Et tout de suite, il lui a confié d'élaborer le nouveau plan de Saint-Pétersbourg. Et le roi et la France, il a beaucoup aimé aussi, mais il a été beaucoup étonné par le luxe. Mais quand même, avec l'amertume, il a précisé que ce luxe peut faire couler la France. Donc, il a aussi admiré la réception et l'accueil, ainsi que tous ceux qu'il a vus. Et il y a une phrase qui est susceptible prononcée par le tsar, la citation que Paris tue. Mais en effet, Pierre Ier ne l'a pas prononcée. C'est l'écrivain de l'époque de Catherine la Grande, Andrei Nartov. C'est lui qui a fait passer cette citation à Pierre le Grand. Bien évidemment, il y avait des choses qu'il n'a pas beaucoup aimées, il y avait des choses qu'il a mal compris, il y avait des choses qu'il n'a pas juste acceptées. La lettre sur les projets de Leblanc en témoigne. Par exemple, elle a critiqué le projet de Leblanc pour le fait qu'ils avaient de très grandes fenêtres et notre climat, ce n'est pas le climat français afin de construire la ville de cette manière. Mais il y avait également un avis plus détaillé que nous pourrons retrouver dans sa lettre de 1724, écrite par le tsar à l'architecte Ivan Korobov,
Lorsqu'Ivan Korobov a effectué son stage en Hollande, aux Pays-Bas, et lorsqu'il a demandé de regarder pour le côté pratique de voir l'architecture de France et de l'Italie, le tsar lui a refusé. La réponse du tsar a été très pragmatique. Il a répondu, moi j'ai été moi-même en France, où il n'y a aucune architecture et on ne l'aime pas beaucoup. C'est bien étonnant. Cette phrase, elle est bien étonnante. Qu'est-ce qu'il voulait dire qu'il n'y avait aucune architecture? Bien évidemment, il va parler des décorations architecturales, si vous voulez. Bien sûr, l'architecture française se simplifiait à l'époque. C'était le classicisme qui dominait. Et il a écrit il n'y a aucune architecture, on n'aime pas, et on construit de manière épaisse et de manière très simple. Tout est de pierre et pas de briques. Et les constructions parisiennes, ils ne sont pas identiques aux conditions climatiques russes, mais quand même, elles sont beaucoup plus proches aux constructions et aux conditions climatiques en Hollande, parce qu'ils sont beaucoup plus proches aux conditions russes. Mais en fait, même dans ses remarques critiques, Pierre a bien perçu les traits de la simplicité classiciste dans l'architecture de la France. À ce moment-là, la construction en briques a déjà été reléguée au passé. Or, Pierre le Grand pensait que les constructions, les bâtiments devaient être mieux décorés dans le style du baroque du Nord, ou peut-être Pierre le Grand, en étant pragmatique, ne voulait pas dépenser plus d'argent pour que son architecte séjournant en Hollande se déplace ailleurs. Les experts d'aujourd'hui ont des regards différents quant aux influences des impressions parisiennes sur Pierre le Grand. Bon, pour terminer, je me suis un peu emportée. Je n'ai pas vraiment respecté le temps, je pense. Excusez-moi, je touche à la fin de ma présentation. Donc, il y a plusieurs opinions quant aux influences de l'architecture française sur l'architecture russe. Donc, il y a ceux qui pensent que l'influence a été assez considérable, les autres pensent que non. Le baroque de Pierre le Grand a été un phénomène synthétique, comme nous le voyons. Pierre le Grand a pu percevoir sur ses gravures et en présentiel, disons, il a vu en Paris cette ville neuve, moderne, comme source du rêve de Pierre le Grand, une ville qui serait ouverte à une rivière avec des quais réguliers, avec des quais bombés du monde, avec les formes régulières, les ponts, les places, les monuments au tsar, avec les jardins, mieux que chez le roi français. 100 ans plus tard, cette ville naîtra sur les rives de la Neva, la ville de Saint-Pétersbourg. Mais en général, la visite de Pierre le Grand à Paris a donc ouvert la porte au dialogue culturel franco-russe, qui par la suite a donné l'ouverture de l'Académie des sciences à Saint-Pétersbourg sur le modèle de Paris, et aussi la fondation de l'Académie des arts avec les enseignants invités de la France et les activités des architectes français à Saint-Pétersbourg. Pendant les siècles suivants, il y aura des saisons de ballet à Paris, l'engouement des Français par les écrivains et les artistes avant-gardistes russes. Tout a commencé par la lettre
de Pierre le Grand adressé à sa femme du 24 avril 1717. Je vous annonce que en date du 4, nous sommes venus à Vrianki avec toute la compagnie. Voilà, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Merci beaucoup de votre attention. Monsieur Mézine, merci pour cette présentation. C'est très intéressant de vous écouter, surtout pour ceux qui connaissent la France et Paris. Je pense que votre présentation a donc donné un nouveau regard sur toutes ces curiosités et les écouteurs, les spectateurs français qui nous écoutent. Je tiens à attirer d'ailleurs votre attention sur que la plupart du public sont français, même si on a des spectateurs venant d'autres pays. Donc, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent connaissent très bien tous ces monuments, tous ces lieux par lesquels vous nous avez guidés avec tant d'amour en présentant ce nouveau regard. Donc, pour continuer ce dialogue avec d'autres intervenants, je tiens juste à dire et à énoncer 3 questions que nous avons reçues. Première question, donc, quels d'autres livres, à part celui-là, Pierre le Grand en France, Sergueï Mézine? Et d'ailleurs, ce livre a été fait en collaboration avec l'Institut de Pierre le Grand et avec l'Institut français. Donc, c'est nos homologues, en fait, nos homologues français qui travaillent en Russie. Et donc, ce livre a été publié en collaboration avec eux. Donc, quels d'autres livres pourriez-vous peut-être conseiller avec les résultats de vos recherches consacrées à Pierre le Grand, peut-être sa visite en France, mais pas seulement? Bon, ce livre contient la plupart des informations. Sinon, oui, j'ai aussi écrit des articles, mais finalement, ils font tous partie de cette œuvre. Et puis, il y a aussi un guide populaire que nous avons fait ensemble avec Constantin Pakorukov, qui pourrait être intéressant, je pense, surtout pour les Russes qui viennent en France, à Paris, pour revisiter les lieux de Pierre le Grand. En outre, oui, je m'occupe des sujets français plus généraux qui dépassent donc l'époque de Pierre le Grand. Et pour répondre à votre question, il y a aussi un livre dédié par exemple à Diderot, Diderot et la Russie. Diderot et la civilisation russe, ce qui comprend la visite de Diderot à Saint-Pétersbourg, ses commentaires, ses impressions, ses projets sur la civilisation russe. Voilà. Et sinon, il y a aussi un manuscrit publié sur l'époque d'Élisabeth, donc la Russie de l'époque d'Élisabeth, sa cour. Et ici, je tiens à remercier Monsieur de Coligny, mon ami français, qui donc m'a donné ce manuscrit, le texte, et m'a donc permis de le publier, le commenter, ce qui a donné un livre assez intéressant à mon avis. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Pierre le Grand, avec mes collègues, nous préparons aussi l'édition historique sur Voltaire, parce que en fait, la publication de cette œuvre historique n'existait pas encore, et je pense que cette publication pourrait aussi être intéressante pour les experts ou pour tout simplement ceux qui s'intéressent à l'histoire russe et aux relations franco-russes. Oui, je pense que parmi nos spectateurs, il y a effectivement des professionnels qui connaissent très bien cette période, en tout cas, en juger par exemple, les réactions venant de Catherine. Elle a évoqué le phénomène de l'arsène, mais je pense que vous connaissez très bien de quoi il s'agit. Donc, si Catherine, vous pourriez développer peut-être votre question, pourquoi pas, on pourra aussi y répondre. Mais donc, la deuxième question,
quelles sont les sources qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui donc ont été conservées, des sources russes ou françaises que les historiens pourraient utiliser pour étudier cette visite de Pierre le Grand. En fait, les sources sont assez nombreuses. Oui, elles sont assez dispersées. Une partie a été publiée, l'autre partie fait partie des archives. Alors, parmi les principales, il y a le journal de la visite de Pierre le Grand qui a été publié et commenté, mais qui ne contient pas toutes les informations. Ensuite, il y a une publication française de François Boucher, journaliste français, qui donc dans son journal Mercure, il a publié donc la chronique du séjour de Pierre le Grand en France, assez fascinant. Cette chronique a été publiée par d'autres journaux français et par des journaux francophones en Hollande, qui donc aussi faisaient part de ce séjour, des fois avec des commentaires, des fois avec des erreurs, mais en tout cas, c'est aussi très intéressant. Et puis, les Parisiens ont été très curieux et plusieurs ont laissé leurs notes, leurs témoignages dans les lettres, dans les mémoires. Par exemple, les mémoires de Saint-Simon. Même, vous savez, les gens ordinaires, quelqu'un de la cour ont aussi fait preuve de curiosité en laissant des commentaires. Normalement, ces témoignages sont publiés, font partie de différentes éditions. Puis, il y a des informations plus spécialisées, comme par exemple le livre des dépenses, d'où on apprend où exactement Pierre le Grand se rendait et ce qu'il achetait. En fait, il a fait beaucoup d'achats. Donc, des sources sont très différentes, très nombreuses, russes et françaises. Je ne peux pas dire que nous avons une liste exhaustive. Qui sait, peut-être les collègues trouveront quelque chose de neuf. Oui, merci beaucoup. Mais pour revenir sur notre chat, mais vous parlez français, donc vous pouvez le lire par vous-même. Il y a beaucoup de remerciements. Et donc, la dernière question, où se trouvent les monuments à Pierre le Grand en France et en Europe? Moi, je connais par exemple un monument à l'hôtel de Mazarini, Académie des sciences et ESPA, mais sinon, je ne saurais pas évoquer les autres. Pas moi non plus. Donc, il y a un monument au Pierre le Grand rue Cérezet, où il y a donc une plaque commémorative disant que l'hôtel Les Higuières se trouvait sur cette place où donc Pierre le Grand a séjourné en 1717. Cette plaque a été donc mise encore à la fin du 19e siècle, à l'époque de l'entente, de l'amitié entre la Russie et la France, mais l'hôtel lui-même a été détruit, donc il n'y a que cette plaque qui figure. Et puis, Constantin l'a dit, il y a une rue qui s'appelle rue Pierre le Grand à Paris, et puis un buste qui a été inauguré à l'Académie des sciences, parce que Pierre le Grand a été membre de l'Académie des sciences, et donc pour commémorer sa mémoire, ce buste a été installé. Mais je ne connais pas d'autres monuments. Sinon. Oui, je vais peut-être montrer cette plaque commémorative, la voilà. Ici se levait l'hôtel de Lédiguières, où le tsar Pierre le Grand séjournait. Voilà. D'accord, je vous propose donc d'avancer. Si nous avons commencé le sujet des monuments, les monuments aussi qui ont attiré l'attention de Pierre le Grand et les monuments qui existent aujourd'hui, je demanderai à Andrei Tartushnikov de prendre la parole. Donc, pendant plusieurs années, il y a ce projet
d'installation de monuments dans la ville de Reims, aussi en lieu historique, l'une des destinations de la visite de Pierre le Grand le 9 juin, la date qui a été prévue pour ce projet, mais nous ne renonçons bien évidemment pas à ces projets, mais je voudrais plutôt donner la parole à André pour qu'il en parle plus en détail. D'où vient l'idée? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette soirée très intéressante que vous avez préparée de manière très professionnelle comme d'habitude. Et j'ai eu vraiment un grand plaisir d'écouter Sergueï Mézine. Bien sûr, je connais très bien son livre, qui est une source d'inspiration pour moi. Pour parler de ce projet, nous l'avons préparé ensemble avec le grand public, avec tous ceux qui ont préparé cette grande fête, les 300 ans depuis la naissance de Pierre le Grand. Donc, une année avant, Reims a inauguré un monument à Joukov dans le musée de la capitulation à Reims. Et donc, pour la première fois, cette idée a été énoncée qu'il serait peut-être intéressant à l'occasion des 300 ans de la visite de Pierre le Grand, pourquoi pas aussi rendre honneur à sa mémoire, commémorer cette visite. Après, nous avons trouvé plusieurs points de convergence. En fait, l'évangile de Reims, l'idée, l'objectif de la visite de Pierre à Reims, lorsqu'on réfléchissait à l'endroit précis où on pourrait donc installer ce symbole de la visite de Pierre le Grand à Reims, il y a eu cette idée, donc l'illustration, Pierre le Grand qui lisait l'évangile de Reims. Alors, pour parler un peu de l'ensemble de la composition, au milieu, il y a Pierre le Grand qui tient comme un véritable trésor cet évangile. Il est le point culminant, si vous voulez, de ce triangle avec d'autres figures. D'un côté, l'archevêque de Reims et d'autre part, donc les nobles, la noblesse et le clergé, deux piliers, disons. Le pouvoir et le peuple. Donc, tous les représentants sont là, font partie de cette composition. Le plus intéressant, à mon avis, c'est que quand j'ai présenté l'idée de ce monument et qu'on a essayé de faire une esquisse, un croquis, on nous a dit que l'évangile de Reims, en fait, devrait être quelque chose de petit parce que c'était un évangile de voyage. Donc, on a eu une discussion. S'il fallait le présenter comme quelque chose, comme un grand livre, en fait, ou quelque chose de plus petit que Pierre pouvait tenir dans ses mains. Et donc, voilà, ça, c'est le résultat final. L'évangile, Pierre le Grand le tient dans ses mains et l'évangile est devenu ainsi le centre de la composition. Donc, par l'idéologie, si vous voulez, où placer ce monument, on a choisi un endroit à côté de la basilique Saint-Rémy. Donc, on dit que c'est à l'intérieur de cette basilique que cette scène aurait eu lieu, où on a offert cet évangile à Pierre le Grand. Donc, on a pensé que ce serait intéressant donc, d'illustrer cet épisode parce que cet endroit est lié donc, à la Russie. Et cette promenade, ce petit parc qui est à côté de la basilique, contient déjà un monument russe. Donc, on a jugé très opportun de compléter, si vous voulez, ce petit espace vert par un autre élément de la culture russe.
Donc, en 2017, nous avons fait une présentation de ce monument qui donc s'est passé à l'intérieur même du bâtiment. Si vous voulez, sur l'endroit précis où Pierre le Grand a véritablement reçu cet évangile. Ici, vous voyez une vue générale du monument. Moi, je reste aussi optimiste. J'espère que nous allons réussir à surmonter tous les problèmes et la culture et l'histoire continueront à unir nos peuples. Oui, nous l'espérons tous. Avec beaucoup d'impatience, nous attendons l'inauguration de ce monument et Constantin Prokhorov, comme représentant du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, je pense à faire écho. On voulait le faire cette année, comme l'année de l'anniversaire, mais l'affaire s'est montrée assez difficile avec toute la préparation, tous les obstacles. Donc, si vous permettez, je voudrais vous montrer une photo pour vous donner une idée donc de l'image visuelle. C'est justement la cathédrale Saint-Rémy, la basilique, et donc les contours, l'esprit de ce monument, je pense, font écho justement à ce bâtiment, à la cathédrale, à l'évangile qui a été amené par Anna Yaroslavnovna et sur lequel plusieurs rois français prêtaient serment. Pour nous, c'est un symbole très important. Nous allons encore revenir à Anna Yaroslavna, mais maintenant, je voudrais quand même donner la parole à Constantin, qui nous a fourni beaucoup de matériaux précis. Mais avant, je tiens à préciser auprès de vous, Andrei Tartechnikov, je connais que vous avez plusieurs monuments sur le territoire de la France. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon? Où est-ce que vous avez laissé des traces? Je voudrais tout d'abord remercier les Français qui sont en effet les amateurs et les connaisseurs très fins de l'art. Cet art est autour d'eux. Peut-être c'est plus simple pour eux de choisir, de faire la sélection et comprendre ce que l'on propose. Et moi, je ne suis pas seule. Les Français aiment beaucoup les auteurs russes, mes compatriotes. Oui, j'ai plusieurs de mes œuvres en France. Comme je vous ai dit, à Reims, au musée de capitulation, il y avait une sculpture Joukov. Il est apparu récemment. Je crois que son rôle avant n'a pas été mis en lumière autant. Et j'espère que la description supplémentaire à côté de mon œuvre, à côté de ma sculpture, est déjà là pour donner plus de précision. Ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Nous avons parlé de Choukov, qui était donc à Brest, le monument au corps expéditionnaire russe. Donc, à la mairie de Vanves, le buste de Tsvetaeva. Puis, dans la ville de Poissy, c'est le monument Corbusier. Là, je l'ai fait en France. C'était la première bronze française, tout d'abord pour Moscou, et puis le deuxième monument donc, était en France. En effet, si vous voulez, ce sont deux monuments jumeaux, des monuments jumelés, si on peut le dire comme ça. Et bien évidemment, à l'hôtel des Invalides, un buste au général de Gaulle. Et
Et aussi au musée de Courbevoie, au musée de Cosaque, vous avez fait aussi une petite sculpture. Ah oui, en effet, vous avez raison. Et pour ne pas oublier le sujet de ce monument, mais il y a aussi le monument à Pierre le Grand de Chemakin au jardin Vasquez. Madame Ovchinnikova ne se trompe jamais. Donc, ah oui, en effet, je confirme. Il y a en effet le monument à Pierre le Grand à Chemakin. Monsieur Tartechnikov, je vous en remercie beaucoup. C'était illustration dont nous avons en effet besoin pour compléter notre présentation historique. Et puis, je rajouterai le lien sur notre reportage photo avec la description des lieux. Donc, ce reportage est composé de plusieurs parties. En effet, je m'appuyais beaucoup sur le matériel et sur l'ouvrage de Sergei Mezin. Puis, c'est Monsieur Debov qui m'a transmis également des extraits de plusieurs ouvrages sur Pierre le Grand en France. Et en effet, la partie parisienne de traces de Pierre le Grand, pour elle, je remercie sincèrement notre collègue, Monsieur Constantin Parokov, qui, ayant travaillé beaucoup à Paris, a énormément contribué dans ce projet. Donc, je vous passe la parole, cher Monsieur Parokov. Merci beaucoup, Monsieur Volkov. Oui, un tout petit commentaire. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un monument à Pierre le Grand de Chemakin à Loches. En fait, cet endroit n'est pas dans le meilleur état actuellement, mais quand même, le monument existe. Je l'ai vu, je le connais. Donc, et aussi à Liège, à l'occasion du 60e anniversaire des relations françaises et de la visite de Pierre le Grand en Europe. Il y a des monuments en Belgique, aux Pays-Bas, à Rotterdam. Donc, en effet, il y a beaucoup de monuments qui ont été érigés pendant les quelques dernières années. Pierre le Grand est en effet une figure emblématique et les autorités des pays occidentaux, ils ont toujours un grand respect avec le premier empereur russe. Et en France, l'année 1717 marquée par l'anniversaire, par plusieurs anniversaires liés Pierre le Grand. C'était à l'initiative de l'ambassadeur de Russie en France de l'époque, d'Alexandre Orlov. Grâce à lui, au Trianon de Palais de Versailles, du château de Versailles, il y avait une grande exposition qui a été inaugurée avec le catalogue de cette exposition. Voici, vous pouvez le voir sur l'écran. L'exposition de cette exposition, Pierre le Grand Tsar en France. L'inauguration de cette exposition était le prétexte pour la toute première rencontre entre Emmanuel Macron, qui venait d'être inauguré au poste du président, et Monsieur Vladimir. Et l'exposition Trianon a donné naissance, a donné vie au projet, au grand forum dialogue de Trianon, forum de société civile, initié par les deux présidents, par les deux chefs d'État. Et en ce qui concerne l'exposition elle-même, c'était un grand projet de deux musées les plus importants, Palais de Peterhof et Palais d'Ermitage.
et bien évidemment du château de Versailles. Et c'était l'une des expositions les plus visitées pendant tout le travail du château. Il y avait plus de 180 objets exposés. Il y avait des objets avec lesquels Pierre le Grand a voyagé. Il y avait un costume d'été. Il y avait des gravures, des tableaux, des instruments liés de telle ou telle manière à son séjour en France. Par exemple, l'espalier, un préposant exceptionnel, l'un des 4 espaliers avec les sujets du Nouveau Testament offerts à Pierre le Grand par le roi français dans le cadre de sa visite de la manufacture royale de Gobelins. Tout à fait, cette exposition a donné une vision bien complète du séjour de la visite de Pierre le Grand en France. Et pourquoi était-elle unique? Parce que c'était des objets authentiques qui ont été amenés de Russie pour trouver leur place au château de Versailles. L'autre projet, pas moins important, c'était le Congrès international à Petrovia, itinéraire européen de Pierre le Grand, qui a eu lieu au Centre culturel et spirituel orthodoxe russe situé quai Branly. Ce congrès a duré plusieurs jours. Elle a accueilli beaucoup de connaisseurs, spécialistes, experts de l'époque de Pierre le Grand, pas uniquement de Russie, mais aussi du monde entier, de France bien évidemment aussi. C'était un événement scientifique majeur avec la participation des secrétaires perpétuels de l'Académie française, de l'Académie de sciences, y compris de chancelier de l'Institut français. Dans le cadre de ce congrès, une autre exposition, si possible, vous pourriez montrer l'affiche, oui, un tsar à Paris. Elle a été inaugurée dans le cadre de ce congrès. Et elle a été préparée conjointement par le musée Réserve Peterhof et l'ambassade de Russie en France, qui comporte des gravures, des dessins, des images, des objets, des collections du musée Peterhof, puis des archives de politique extérieure de Russie, des musées français et d'archives françaises aussi. Et par exemple, lorsqu'on a découvert lors de la préparation de cette exposition quelques médailles, quelques bustes des divisions russes. Ils sont toujours conservés dans les collections privées à Paris. Et grâce au contact de l'ambassade, et aussi des personnes qui ne sont pas connues à nos collègues de l'ambassade avant, ils nous ont gentiment prêté ces objets. Donc, grâce à ces objets authentiques, cette exposition a été très intéressante et enrichissante. Il y avait une carte interactive de visite de Pierre le Grand en France. Grâce à cette carte, tous les visiteurs ont pu suivre les traces du tsar eux-mêmes. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Volkov, pour votre initiative de présenter cette exposition maintenant sur la plateforme de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris. De mon côté, quelques objets de Peterhof, ils sont présentés dans le cadre de l'exposition à Innenbaum. L'exposition dédiée à la visite européenne du tsar.
En revenant au congrès de Pierre le Grand, elle peut dire que ce congrès international, sous l'égide de la Fondation de Likhachov et des autres institutions importantes russes, donc il a eu lieu également à Reims, visité aussi par Pierre le Grand, qu'il a fait un retour de Paris. Et dans le cadre de ce congrès, tous les participants ont eu l'occasion de voir l'évangile de Reims dont on a parlé aujourd'hui. Si possible, je vous prie de projeter, de montrer sur l'écran l'évangile de Reims. Cet évangile par l'édition du monastère Sretinski avec un commentaire bien détaillé sur sa partie cyrillique, sur son décryptage en langue russe contemporaine. Je vous recommande vivement cet ouvrage, cet évangile, parce qu'on peut découvrir comment, ça c'est la structure du livre, comment ce livre est apparu en France. Il y a une partie en slavon et l'intérêt des monarques russes envers ce livre. En effet, Pierre le Grand En effet, Pierre le Grand ne l'a pas tenu entre ses mains, elle a pris connaissance de son existence déjà à son retour de Reims, et dans 5 jours, elle a envoyé le vice-chancelier Chafirov pour prendre connaissance de l'évangile, et en effet, il y a une petite note dans l'évangile comme quoi c'est bien le vice-chancelier Chafirov qui l'a tenu entre ses mains. La première édition facsimilée de 1912 ont été apparus à l'initiative des empereurs monarques russes Nicolas II à la fin du 19e siècle dans le cadre de sa visite à Reims. Et en effet, il était à l'église de Saint-Nicasie, où se trouve actuellement les caves au rez-de-chaussée de Maison de Champagne Tétanger, l'un des leaders, des producteurs leaders de champagne, et la direction de cette maison de champagne avec une très grande attention, il prête une très grande attention à la visite de l'abbé par Pierre le Grand, où il parlait avec la moine, où il a parlé de... Le vitrail que vous voyez devant vous de cette maison de champagne en témoigne. Dans cette maison de champagne Tétanger, y compris une plaque commémorative en témoigne également. Vous pourrez voir donc cette plaque à l'initiative de l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, et à l'époque du directeur de la maison Tétanger, Pierre Tétanger, il y avait une bouteille spéciale, de cuvée spéciale. Donc, vous pouvez voir, donc, maintenant, c'est de rareté. Champagne Tétanger de Pierre, champagne réserve. C'est une rareté. Tous les participants du congrès ont pu goûter cette champagne. Oui, c'est également emblématique pour commémorer ces journées de Pierre le Grand à Reims.
Et dans ce cadre a eu lieu la cérémonie de remise des bannières, la trace de Pierre le Grand, à Astrakhan et à Reims. Et aussi, la médaille anniversaire a été fabriquée. Et au sein de l'Institut de France, dans le cadre de congrès, a été inaugurée l'exposition documentaire dédiée donc à la visite de l'Académie des sciences par Pierre le Grand et à son élection en tant qu'académicien, membre de l'Académie. Donc, à Paris, dans l'Université historique allemande, dans les archives du ministère des Affaires étrangères en France, un éventail d'événements, des conférences, des séminaires dédiés à la visite de Pierre le Grand en Europe et compris en France. Et bien évidemment, le département d'archives du ministère des Affaires étrangères en France, nos collègues du ministère ont partagé des données bien instructives qu'avant 1717, la date des signatures du premier congrès international, donc il y avait le dossier russe ne commence qu'à partir de 1615, lorsque la première ambassade par le prince Fédor a été envoyée. Avant, le dossier russe n'a jamais figuré dans ces volumes, sachant que sur les autres pays, il y avait un grand nombre de volumes y dédiés. Mais grâce à la contribution du département d'archives du ministère des Affaires étrangères en France, nous avons pu voir de nos propres yeux ces volumes, ces informations bien intéressantes. Nous remercions nos collègues français pour cette belle initiative. Et également aux alentours, les banlieues de Paris ont également été mises en lumière dans le cadre de sa visite, y compris à Marly. Là, comme l'on connaît, il a fêté son 45e anniversaire là-bas. Et puis aussi, il y avait une édition dédiée à la comparaison de Marly avec Peterhof. Et puis l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Paris au château de Versailles, un séminaire spécial dédié au 65e anniversaire de l'Observatoire. On a beaucoup parlé, on a mis en lumière la visite de Pierre le Grand de cet observatoire. Et donc, le congrès s'est terminé par l'installation de Pierre le Grand, l'académicien, sur l'escalier d'honneur de l'Institut de France. Donc, vous voyez tous les invités, tous les académiciens de l'Académie de France, et maintenant, ils peuvent rencontrer avec le premier empereur russe. À l'invitation de l'ambassade de Russie en France, le Zarzher Petekov a donné son accord, son gentil accord de le portrait de Pierre le Grand du XVIIIe siècle par l'élève de Falconet. Et grâce à la fondation de Dmitri Lekhatchev, nous avons réussi à réaliser cette initiative avec l'auteur de pratique de imiter la pierre. Ils ont réussi à faire la copie du buste de marbre des carrières d'Italie. Et en octobre,
2017, grâce à la corporation Rostec, nous avons inauguré cette belle œuvre avec la participation du ministre de la Culture, Manilova, l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Kolarov, vous le voyez sur la photo, et bien évidemment, chancelier de l'Institut de France, Raphaël Debrol, et Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle, et Catherine Berchinen, l'Académie française. On peut dire que la célébration de 300e anniversaire des relations diplomatiques russo-françaises, elles étaient une réussite. Et aujourd'hui, on peut dire l'année de 300e anniversaire. Je tiens à remercier pour le cycle bien réussi des publications sur Pierre Legrand, de ces reportages réalisés par la Maison russe des sciences et de la culture. Je remercie beaucoup M. Volkov et votre équipe. Oui, Constantin, merci beaucoup. Je pense que c'est aussi un supplément très précieux pour enrichir notre sujet de cette soirée-là. Donc, pour rebondir sur vos mémoires de cette année de Pierre Legrand, cette année-là est aussi dédiée à Pierre Ier. Les deux événements principaux prévus à l'occasion des 350 ans depuis son anniversaire couvrent 158 lieux et endroits. Il y a toute une série des événements prévus par les exécutifs, par les régions russes et par aussi nos représentations à l'étranger. Donc, en ce qui concerne la Maison de sciences de la culture ici à Paris, oui, nous avons déjà présenté notre programme, juste en m'adressant à nos spectateurs depuis le mois de février. Donc, nous avons lancé une exposition des livres provenant de nos archives de bibliothèque, des monographies, l'encyclopédie, les recherches de Solovyov, Kostomarov et d'autres chercheurs, M. Mézine aussi, certaines œuvres sur la diplomatie de Pierre Legrand, aussi des documents sur l'artillerie, la flotte et ainsi de suite. Tout cela est exposé chez nous et à partir donc du 1er juillet jusqu'à la fin de l'été, nous allons donc vous présenter un projet Pierre Legrand dans les gravures de la collection de Saint-Pétersbourg. Cette exposition donc réunit ces différents dessins, gravures et d'autres objets d'exposition venant de Petergof, avec aussi des documents d'archives français venant de la bibliothèque française, des archives de la politique extérieure. Bref, ça sera l'une des expositions les plus intéressantes, je pense, que nous avons jamais organisées. Donc, à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire russe et française, je vous invite cordialement à venir la voir. Je sais que même certains de nos compatriotes pensent à aussi participer à cet élan pour organiser d'autres événements en automne. Vous comprenez très bien que aujourd'hui, il n'est pas très facile d'organiser des événements dédiés même à l'histoire russe ici en France, mais d'autant plus ces projets ont de valeur. Donc, si ceux qui nous regardent ce soir ont des idées, des propositions, vous pouvez toujours nous contacter et de notre part, nous allons appuyer toutes les initiatives. Bon, s'il y a d'autres questions, je vais les énoncer. Sinon, j'ai beaucoup aimé la phrase dite par Sergueï. Il a dit que Tsar a bien aimé la France et le roi. Vous savez, en juin, nous célébrons donc
300 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques. Sergueï parlait du début du dialogue culturel, mais sinon, depuis 1717, nous avons aussi une histoire des relations diplomatiques et notre tâche, ainsi que celle du ministère des Affaires étrangères, malgré le contexte, c'est justement d'essayer de maintenir et d'élargir au maximum la bonne interaction, la bonne communication entre la Russie et la France, entre les institutions officielles, mais aussi entre les gens ordinaires, les chercheurs, les personnalités du monde de la culture. Je pense que cette conférence va apporter justement sa contribution importante parce que nous avons évoqué des pages historiques les plus importantes qui font preuve de la proximité de nos cultures et de nos valeurs partagées. À l'époque de Pierre le Grand, ces valeurs ont justement ressurgi à Saint-Pétersbourg et l'héritage culturel français, ce n'est pas de mots vides. La culture russe, en grande partie, est basée sur la culture européenne. Je tiens à remercier Sergueï Mézine, Andrei Tertechnikov, Constantin Parhovukov pour leur témoignage, pour leur temps, et je tiens aussi à remercier nos interprètes. Interpréter les sujets historiques, ce n'est pas une chose facile. Natalia Krasavina, Asia Ovchinnikova ont, comme toujours, été à la hauteur du défi. Et je tiens à remercier Anatoly Sikletov, notre administrateur technique. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas notre dernière conférence historique cette année-là. Le sujet de l'histoire russe, la trace russe, la trace culturelle en France, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressés au cours des années. Nous suivons donc de près les témoignages géographiques et culturels des endroits précis liés à nos artistes, nos écrivains, avec d'autres enthousiastes, des vétérans, des compatriotes. Nous étudions les lieux des exploits héroïques, par exemple des membres de la résistance ou encore des héros soviétiques qui sont enterrés ici en France, ou des personnalités éminentes françaises d'origine russe. Sans Geneviève de Bois et dans d'autres endroits, dans d'autres villes françaises, nous bien sûr, nous intéressons à la Première Guerre mondiale, le corps expéditionnaire russe. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'époque de Pierre le Grand. Nous n'allons pas nous arrêter là-dessus parce que l'histoire entre la Russie et la France est très riche. Donc, nous vous invitons à prendre part ou à écouter nos prochaines conférences. Je pense que le sujet et le personnage suivant sera justement Anna Yaroslavna. Merci encore. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.